Eh bien, la commune du monastère, donc qui se trouve, au pied du piton, ruthénois, à la confluence de la rivière Aveyron et de la Brianne, doit son nom à l'existence, d'une une abbaye de sœurs bénédictines, donc c'est-à-dire qu'elles suivent, la règle qui a été rédigée, par hop, ça ne veut pas fonctionner, par saint Benoît. Alors qui est donc ce saint Benoît? Il s'agit de Benoît de Nursie, donc qui est né en Italie, qui est un moine qui a vécu au 5e et 6e siècle, après Jésus-Christ, et il a fondé plusieurs monastères, dont, le monastère du Mont Cassin au-dessus, enfin à l'emplacement d'une ancienne, acropole dédiée à Apollon et qui se situe au-dessus de la ville de Cassine. Et qui est par ailleurs considéré, ce monastère de Mont-Cassin comme, le berceau de l'ordre, bénédictin. Donc c'est saint Benoît, il a rédigé la règle des monastères qui définit en fait les principes, de vie de ces, communautés monastiques, de ces 13 1 monastères. Alors quelle est, cette règle, bénédictine? Elle se compose d'un prologue et puis de, différents chapitres, qui dispensent en fait, un enseignement sur les vertus monastiques fondamentales qui sont l'humilité, le silence et l'obéissance, ainsi que des directives, pour la vie quotidienne. La journée des bénédictins, est rythmée par l'alternance de temps, de prière commune, de lecture et du travail manuel. Et donc on a une, devise bénédictine qui n'apparaît peut-être enfin une devise, mais qui n'apparaît pourtant pas dans la règle rédigée par saint Benoît, qui est: «Ora et labora», prie et travail. La règle légifère tous les détails de la vie commune, tels que les vêtements, les arrangements pour dormir, la nourriture, les boissons, les soins aux malades, l'accueil des invités, le recrutement des nouveaux membres, les déplacements hors du monastère, et cetera. Ce qui permet à l'abbé de déterminer après les particularités ensuite, de la vie commune selon, voilà, ça comme il le souhaite en fait. Et au cours des siècles qui suivent, la règle qu'a écrite, saint Benoît pour ces, 13 monastères, va progressivement être adoptée par un nombre, croissant de monastères en Occident, hem et elle va être diffusée notamment par, les dialogues de Grégoire le Grand. Cette règle de saint Benoît, donc née en Italie, est signalée en Gaule dès le 7e siècle et en fait, son succès s'explique parce que, cette règle de saint Benoît, en comparaison d'autres règles monastiques, qui existaient à l'époque, celle de saint Benoît fait preuve en fait d'un certain équilibre entre, l'humain et une, modération ascétique. Ce qui fait que, l'office divin qui prend une place importante n'est pas exagérément lourd et cette règle ne comporte pas non plus de pénitence extraordinaire. Hem et enfin cette règle de saint Benoît va véritablement, s'imposer après, le synode d'Aix-la-Chapelle en 1817 où, Louis le Pieux décide d'imposer la règle de saint Benoît à pratiquement tous les monastères d'Europe occidentale et donc jusqu'au XIe siècle, les moines d'Occident seront tous, bénédictins, jusqu'à la fondation en fait de Grandmont et de la Chartreuse, qui eux s'éloignent de la règle de saint Benoît. Sur le département de l'Aveyron, on a 2 fameuses abbayes cisterciennes donc qui suivent cette règle, de saint Benoît, qui sont, les abbayes de Bonneval et de Bonnecombe que vous avez, sous les yeux. Alors qu'en est-il de la fondation de l'abbaye du monastère? Nous n'avons pas connaissance de la date précise de la fondation de cette abbaye. Elle est mentionnée pour la première fois dans le cartulaire de Vabre en 1800 en en 878 pardon, donc au IXe siècle. Cette mention, en fait, il s'agit d'un plaid de l'abbesse Carissima qui souhaite, toucher, l'héritage d'une des sœurs. Donc la fondation de l'abbaye est donc antérieure à cette date de 878
et s'inscrit parmi les plus anciennes fondations d'abbayes du Rouergue au IXe siècle, donc qui sont Saint-Sauveur de Conques en 800, Saint-Antonin avant 817 et Saint-Sauveur de Vardres en 861-862. Le vocable de cette abbaye, c'est-à-dire le saint auquel elle est dédiée, nous donne quelques informations quant au soutien de sa fondation. En effet, cette abbaye est dédiée à Saint Cernin, qui est un diminutif de Saint Saturnin. Alors, évidemment, ça nous invite à faire un rapprochement avec Toulouse, puisque Saint Saturnin a été le premier évêque de Toulouse. Et donc, évidemment, on pense à l'église Saint-Cernin et puis à la dynastie raymondide. Mais pour autant, on n'a aucun document qui nous permet d'attester d'un lien ou d'un soutien au moment de la fondation de cette abbaye Saint-Cernin du monastère. En revanche, ce que l'on sait, c'est que le développement de l'abbaye et de manière générale le développement du bourg du monastère va être favorisé par les comtes de Rodez qui ont en fait tout intérêt à ce que ce bourg du monastère se développe face, entre guillemets, au pouvoir de l'évêque et de la cité. Ici, vous avez une représentation donc, de Saint-Saturnin avec à son pied ici le taureau qui a servi à son martyr, et puis il tient dans sa main la palme, évoquant donc son statut de martyr. Alors, l'abbaye du monastère, c'est une abbaye de religieuses. C'est une abbaye de femmes qui a abrité jusqu'à une cinquantaine de religieuses au XIVe siècle. Qui sont ces femmes? Alors, j'allais dire ces jeunes femmes. Elles ne sont pas nécessairement jeunes. En tout cas, ces femmes viennent des familles nobles du Rouergue qui y placent donc leurs filles. Et les abbesses avaient un rang social de premier plan. Et certaines d'entre elles sont issues de lignages illustres du royaume, qui vont parfois jouer un rôle important, par exemple au moment des guerres de religion. Et on va pouvoir identifier sur un certain nombre d'armoiries ces familles d'abbesses. Alors, après ces éléments historiques un peu généraux, qu'en est-il maintenant de l'architecture de cette abbaye? Alors, les éléments les plus anciens, on va les trouver dans les sous-sols, dans les parties basses et en particulier dans ce premier bâtiment que l'on trouve à l'est, que l'on appelle ce bâtiment la maison de l'abbesse. Donc c'est le premier bâtiment, une fois qu'on est rentré dans l'enclos de l'abbaye, on a une première grange qui a été transformée enfin qui fait grange et logement, et quand on avance, c'est ce bâtiment que l'on a face à nous. Hop. Alors, on va descendre hop, en dessous de cette maison de l'abbesse. Et dans les sous-bassements, donc hop, ici, on se trouve ici, là, hop, dans cette partie-là, cette petite partie. Dans ces pièces de sous-bassement, on a certains murs qui sont bâtis avec des blocs de grès de très grande dimension, que vous voyez ici. Hop. Là, ici, en fait, vous avez l'épaisseur du mur. Un mur très épais et qui a été percé, en fait, donc ici, pour pouvoir rejoindre cette petite pièce. Donc, on va aller maintenant dans le couloir, on passe la porte. Voilà la porte ici. Et vous voyez ici très bien ces grandes pierres de taille de très grande dimension qui sont assemblées avec un joint très, très, très fin. Et ici, on voit également l'arrachement, en fait, et le comblement pour aménager la porte que l'on voit ici. Le premier mur que je vous ai montré était ici. Donc cette manière en fait de construire le mur avec ce grand appareil, cette mise en œuvre avec les joints très minces et puis l'importance aussi du blocage, nous laisse penser que ce mur en fait, pourrait dater en fait, d'avant, le Moyen Âge, peut-être de l'époque carolingienne, et vraisemblablement du coup au moment de la fondation de l'abbaye. Dans ces parties de soubassement, on a également, alors on le voit assez bien ici, hop, on a également en fait les traces d'un ancien escalier en vis. Alors c'est très net sur le plan, on voit bien cette forme circulaire
et on la devine ici, hop, à la fois avec l'arrondi de ce mur et de celui-ci. Peut-être qu'on le voyait mieux ici, quand on se trouvait ici, on voit l'arrondi. Donc ici, on avait donc un escalier en vis qui permettait d'accéder aux étages. On passe maintenant justement à l'étage, donc dans cette pièce ici au nord, et on a une première pièce dallée qui a ici un grand pilier. Hop, je l'ai remis ici de face. Un pilier en pierre avec les arêtes, on dit qu'elles sont abattues. Donc vous voyez qu'elles ont été, comment dire? On n'a pas une arête brute perpendiculaire, elles ont été taillées. On appelle ça en fait le chanfrein. Et puis, oups, excusez-moi. Hop. Ce chanfrein ici se termine avec un arrondi, une courbe en fait. Donc là, on appelle ça du coup un chanfrein avec un congé. Et ce pilier, il porte ici un chapeau de bois qui lui-même supporte la sablière là, qui va porter le plancher. On a donc ce sol dallé dont je vous parlais tout à l'heure, et puis cette salle qui était en fait une cuisine, eh bien on y trouve cette grande pierre d'évier avec son évacuation, ici. Une très, très belle pièce que cette pierre ici. On voit bien l'écoulement qui a été creusé dans cette grande pierre. Alors, une autre pièce de ce niveau, alors on parle de rez-de-chaussée surélevé parce que vous avez vu enfin, on en reparlera, mais on a en fait des parties qui sont souterraines d'un côté qui vont être en rez de jardin de l'autre côté. Donc là, on est entre les deux, on est sur un rez-de-chaussée surélevé. L'autre pièce importante, c'est celle-ci, celle qui est du côté sud, où on trouve hop là, j'ai perdu un jour ici, une porte et une fenêtre à coups-sièges. Alors, un jour muré, une porte murée, une fenêtre à coups-sièges murée. Elles ont été rebouchées, on va le voir ensuite, mais on reconnaît bien ici le principe de la fenêtre à coups-sièges, c'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir s'asseoir et se mettre à l'ouvrage en profitant de la lumière de l'extérieur. Ces fenêtres, ces ouvertures que l'on a ici de représenter sur le plan, ont été bouchées au moment de la construction de cette grande aile ouest dont nous allons parler ensuite. Alors, ces ouvertures, bien que bouchées, nous permettent donc de dater ce bâtiment du XVe siècle, mais c'est également on a également un indice complémentaire, et non des moindres, qui lui se trouve à l'extérieur. Alors, on va prendre pour repère cette porte, et on va la retrouver ici. Et le dernier indice, on le trouve au-dessus de cette fenêtre, juste ici, puisqu'on a en fait le blason, les armoiries de la famille Castelnau-Bretenoux, une famille illustre du Quercy, qui a connu une forte ascension par ses alliances avec la famille de Calmont-Dolt et puis ensuite de Caylus. Alors ces armoiries, elles sont découpées en 4, hop, ici. Donc on dit qu'elles sont écartelées au château d'or et au lion d'argent. Le blason est surmonté de la crosse de l'abbesse qu'on retrouvera sur les blasons, les autres blasons également. Alors cette famille Castelnau de Bretenoux, en fait 3 femmes de cette famille se sont succédées en tant qu'abbesse de l'abbaye Saint-Cernin. D'abord Élix III entre 1460 et 1479, ensuite Françoise entre 1479 et 1507, et enfin Anne entre 1507 et 1528. Et donc c'est vraisemblablement sous les abbatias d'Élix ou de Françoise qu'on a donc construit cette maison qu'on appelle aujourd'hui cette maison de l'abbesse. J'espère que je ne vous ai pas perdu dans l'espace. Donc on était ici, là, sur le plan. La fenêtre que je viens de vous montrer est ici.
Alors, contre, ce bâtiment aux soubassements médiévaux, possiblement de la fondation, de l'abbaye, donc même antérieure, au Moyen Âge et avec ces élévations, du XVe siècle, donc contre ce bâtiment, on va construire dans un second temps une longue aile qui va abriter, notamment les cuisines dont on va parler tout à l'heure. Alors, à la lecture du plan, on voit bien qu'on a une certaine irrégularité entre l'axe de cette aile et ici, le premier bâtiment dont on vient parler qui est presque de plan carré. L'irrégularité, vous le voyez, c'est cette forme de bâtiment-là qui part un peu, comment dire? En crescendo ou en décrescendo hop là! Suivant le sens dans lequel on me prend. Hem, Ce qui va donner d'ailleurs, l'occasion d'aménager, des placards et des sanitaires, il me semble, dans cette partie-ci. Alors peut-être que, l'idée est de reprendre en fait, l'axe du lit de la rivière que l'on a, ici. Je vous montrerai tout à l'heure sur un autre plan. Mais, peut-être aussi, de définir ici une forme carrée que l'on verra également sur un plan, postérieur. Dans tous les cas, on verra très bien qu'ici ce mur en fait qui se prolonge, date du XVe siècle jusqu'ici. Je vous montrerai tout à l'heure, une photo de ce mur, ci au sud. Alors, cette longue aile, ouest ou éventuellement nord-ouest, est dotée de 2 tours et elle donne sur ce vaste enclos qui, accueillait, les jardins potagers. Grande aile qui donne donc sur, le grand jardin potager, a été construite à l'époque moderne, peut-être, au XVIIe siècle, sous l'abbatiat de, Christine de Noailles. Vous avez ici, son blason que l'on trouve ici sur cette, tour, du coup, que l'on trouve du côté sud. Alors ce blason, on le lit en héraldique, on dit que c'est un blason de gueule, donc rouge, à bande d'or. Donc ici, on voit très bien la bande saillante et là encore, on retrouve, la crosse, de l'abbesse. Alors à noter qu'en même temps que l'abbatiat, de Madame de Noailles, son frère Charles de Noailles est, à la même époque évêque de Saint-Flour et il sera ensuite évêque de Rodez où il décédera. En fait, il sera évêque entre 1647 et 1648, donc un épiscopat, très, très court. Alors cette tour en partie basse, hop, est dotée, de bouches à feu. En fait, on pouvait passer par ici, de petits canons. Donc on est bien, dans cette époque, du XVIIe siècle et vous voyez le jour que l'on trouve ici, en fait, l'ouverture du canon se trouve aujourd'hui, heu, comment, pris en fait, dans le soubassement ici de la tour. Je m'en je continue. La campagne de travaux va se poursuivre, hop, vers, le nord, avec, des travaux de grande ampleur qui vont être menés au XVIIIe siècle. Hop, on a ici, les grandes ouvertures en arc segmentaire qui, sont caractéristiques de cette période. À noter également, c'est, les lucarnes qui portent, des frontons sculptés avec une fleur de lys, un motif, cette fleur de lys que l'on retrouve donc justement sur cette façade sud dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez ici la fleur de lys, donc façade sud ici de ce côté et où, vous voyez très bien, comment, cette maçonnerie en fait vient s'appuyer, sur le mur, du XVe siècle ici. On le voit ici aussi très bien se décrocher ici. Alors, sur, cette longue aile, on va retrouver, un blason, pardon, ce qui nous permet d'imaginer que l'initiative de cette campagne de travaux, on la doit, à l'abbesse Louise de Clermont du Bosc, qui était abbesse donc de l'abbaye du monastère entre 1731
et 1767. Donc ces armes-là sont le blason en fait, on dit qu'il est facé, c'est-à-dire qu'il est découpé avec des bandes horizontales, d'égale épaisseur. A donc facé de gueules, donc rouge, comme je vous le disais tout à l'heure, et d'or, et au chef, donc en haut, d'hermine. Donc ici, le petit motif, en fait, ce sont des hermines. Mais c'est vrai qu'on a une continuité, en fait, des travaux qui laisse à penser, en fait, que peut-être, on est, sur des travaux qui poursuivent, en fait, les travaux engagés, par l'abbesse, par madame de Noailles. Cette campagne de travaux, permet d'établir, à l'intérieur un réfectoire, mais ce que vous avez sous les yeux, ce sont les cuisines, donc en rez-de-chaussée. Les 2 espaces sont, voûtés, d'arêtes, ce que vous voyez, hop, ici, très bien, on voit bien les arêtes des voûtes. Alors sur ce rez-de-chaussée, dans cette cuisine, l'élément remarquable, c'est cette grande cheminée. Une cheminée qui est dotée ici, d'un petit four, donc on pouvait ici mettre des braises et fermer cette partie pour la cuisson du pain ou de pâtisserie. On voit très bien aussi, la crémaillère. Et cette cheminée, elle est remarquable évidemment, par, l'inscription que l'on a ici, sur, le manteau. Hem Hop. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir sur vos écrans. En fait, on peut lire: «Fait l'an 1761, Mad pour madame, de Clermont, ABBE», donc abbesse. Donc voilà, ce qui nous confirme qu'on est bien sur des travaux, commandés par l'abbesse, Clermont-du-Bosc. Et donc cette cuisine, elle va s'ouvrir sur un grand réfectoire, donc voûté d'arêtes comme je vous le disais tout à l'heure. Un réfectoire qui a fait l'objet d'aménagements au XXe siècle, hein, avec, là les petits rideaux qui se ferment pour la transformer en salle d'animation. C'est pour ça qu'on a un écran, également. On passe maintenant à l'étage de cette, grande aile ouest. On a un couloir, un long couloir, qui va desservir, les chambres, 6 chambres. On a des portes à panneaux, avec, une corniche saillante qui, sont conservées, d'origine du XVIIIe siècle, et également certaines cheminées comme celle-ci, avec, le manteau et la haute, droite en bois qui donc, sont également, d'origine. Donc voilà pour les éléments, qui datent, de l'abbaye Saint-Cernin avant la Révolution et que l'on a, encore en place aujourd'hui au sein de cette abbaye, du monastère. Mais néanmoins, un document d'archives, nous renseigne en fait sur, l'ampleur de cette abbaye, notamment avec un plan en fait qui date de 1787, un plan du bourg du monastère. Alors un plan aquarellé que je peux malheureusement pas vous présenter, mais dont j'ai tenté de faire, un schéma, que vous avez là sous les yeux. Alors, pour vous repérer, on retrouve les tours ici de notre grande aile ouest et ici le premier bâtiment dont on a, parlé, le bâtiment, 15e. Autre repère, ici l'église du monastère, donc l'église, Saint-Blaise-Saint-Étienne, avec l'enclos, du cimetière voilà, qui l'entoure. Évidemment, la rivière Aveyron et voilà pour les grands éléments de repère. Donc ce plan de 1787, nous donne l'affectation de chacun des bâtiments. Donc on a, comme on vient de le voir, le réfectoire, la cuisine dans cette aile. Vous voyez que, le, le raccord qui est fait entre les 2 bâtiments permet de définir un espace carré qui est en fait un petit cloître. On a ici le pensionnat, ici, les appartements de l'abbesse et les salles du conseil,
qui vont définir donc le pensionnat et les appartements de l'abbesse, une cour intérieure. De ce côté, à qui je coupe le son. Je m'excuse. Hop. Donc, j'en étais donc sur cette cour intérieure. Ici, les bâtiments qui sont plus en relation avec le bourg vont servir aux appartements, hop, des domestiques et également pour abriter le grand parloir. Ici, en arrière, on a un grenier. Et puis, vous voyez, vous reconnaissez peut-être avec cette forme, alors je ne l'ai pas mis en noir pour pouvoir avoir la forme de la voûte. Ici, en fait, une église à l'intérieur de l'abbaye qui était dédiée à Saint-Laurent. Voilà, une église avec 2 espaces, donc dédiée à Saint-Laurent, réservée du coup aux sœurs. C'est important parce qu'en fait, les sœurs vont également se rendre dans l'église ici dans le bourg qui servait à la fois aux sœurs et à la fois aux paroissiens, on en parlera tout à l'heure. Donc il y avait un petit accès ici par ce bâtiment, un bâtiment qui servait au logement des domestiques. Voilà. Et puis, qu'ai-je oublié? Ici des espaces qui servaient donc de potager, avec ici un vivier, dont je vous montrerai une image tout à l'heure. Ici, cet espace bleu, ce sont des lavoirs au nombre de 6. Et puis de ce côté, on a en fait des espaces plus agricoles, donc les écuries et la fenière, donc l'endroit où on va stocker le foin. Et ici, le moulin, que l'on reconnaît grâce ici au bief d'évacuation du coup de l'eau. Un moulin dont on reparlera tout à l'heure, mais qui abrite aujourd'hui la tannerie Arnal. Donc un moulin directement attaché à cette abbaye du monastère, qui est enclos derrière un mur qui est la ceinture. C'est le mur contre lequel on circule aujourd'hui sur cette avenue de l'abbaye qui va vers la Mouline. On a ici maintenant le cimetière du monastère. Et puis, donc je vous le disais, de ce côté, on a un grand potager qui est séparé d'une allée arborée. Donc on a en fait un petit décroché, on a quelques marches en fait entre ce potager et cette allée en contrebas. Hop, cette allée que vous voyez ici, la promenade de l'abbesse, qui permettait à son extrémité, à l'abbesse, de rejoindre, alors hop, ici, cet espace de l'autre côté de la rive de la rivière Aveyron, qu'on appelle en fait le Bois Madame, qui dépendait également de l'abbaye. Donc elle y accédait en fait par une petite barque, tout simplement. Donc le Bois Madame pour Madame l'abbesse. Dans le jardin aujourd'hui, alors on a toujours le vivier dont je vous parlais, donc qui est contre le mur de clôture qui ceinture l'abbaye. Et puis, on a toujours le verger dont on peut profiter lorsqu'on va à l'intérieur de l'abbaye. Donc on voit bien ici comment la tannerie à Arnal est très très proche de l'abbaye, et on le voit très bien sur le plan. On est bien sur l'emplacement du moulin de cette abbaye du monastère. Voilà. Donc la tannerie est intimement liée à l'abbaye, et c'est également le cas pour l'église. Comme je vous le disais, l'église en fait était d'abord une église pour les sœurs. Donc on avait une première nef avec un accès pour les sœurs. L'accès que l'on utilise actuellement est très très récent en fait. Et cette église, dans un second temps, va devenir aussi église paroissiale. Donc, les paroissiens vont, eux, pouvoir accéder par le côté nord et auront leur propre nef. Et ces 2 espaces, en fait, étaient séparés, matérialisés par des éléments bâtis. Et il est possible que cet élément qui est aujourd'hui déposé soit cette fameuse clôture. Alors, soit la clôture du chœur, soit un élément de clôture entre les 2 nefs. Et ce qui nous intéresse sur cet élément de clôture, c'est évidemment le blason que l'on trouve ici. Donc,
le blason en fait de la famille, de Cosser, la famille de l'abbesse, de l'abbaye au XIVe siècle. Voilà. Autre élément de connexion, enfin ou de lien entre cette église et l'abbaye, c'est ce culot en fait qui vient, supporter les nervures de la voûte. Alors on est dans la nef côté nord, donc côté paroissien, où on trouve ici, le visage, vraisemblablement d'une femme avec ici, cet élément, de couronne, de chapeau avec une croix. Donc on peut, supposer, que peut-être il s'agit, d'une abbesse et on retrouve le motif de fleur de lys, au-dessus d'elle. Comme sur les arcs, tout à l'heure, l'arc segmentaire et puis sur le fronton sculpté, des lucarnes. Hop, un autre élément, de l'abbaye au sein de cette église, c'est, la châsse qui abrite, les reliques de sainte Tharsis. Alors sainte Tharsis, c'est cette femme qui s'est réfugiée dans une grotte à Rodel et qui a pu, survivre enfin, du moins s'alimenter, je vais y arriver, grâce à une chèvre qui venait chaque jour la nourrir de son lait. Alors, l'abbé Louis Servière a rédigé un ouvrage sur sainte Tharsis et il évoque un manuscrit trouvé à Conques, écrit en 1691, qui mentionne que l'abbesse Christine de Noailles a fait lever les reliques de sainte Tharsis pour les placer dans une nouvelle châsse dorée. Et donc, il indique que la châsse reliquaire a donc pu être confectionnée sur ordre de Christine de Noailles à cette occasion. De plus, la châsse est mentionnée dans une visite pastorale de 1729, mais au sein de l'église Saint-Laurent, donc à l'intérieur de l'abbaye. C'est seulement après la Révolution française que la châsse reliquaire est octroyée à la paroisse Saint-Étienne-Saint-Blaise et qu'elle va être alors remployée comme base du maître-autel que l'on connaît aujourd'hui au sein de l'église et qui est cité comme tel dans l'inventaire de l'église de 1906. Le grand retable a vraisemblablement lui aussi été commandé par Christine de Noailles, mais là, sans doute, pour l'église paroissiale directement. Heu, on le suppose parce qu'en fait, il présente, alors ici en statue, mais également à l'endroit du tabernacle, la représentation des 2 saints, Saint-Étienne et Saint Blaise auxquels, sont dédiées, l'église, du monastère. Un autre élément, de présence de l'abbaye au-delà des murs de l'abbaye, c'est ici donc dans cette maison que l'on trouve juste au sortir, du pont, médiéval, du monastère. On y voit donc en fait un remploi d'un ancien hôtel, heu, avec, ici des éléments sculptés, on en a 3, mais 2 qui sont plus figuratifs. Ici, une tête, humaine et vraisemblablement de femme et ici, on retrouve une tête d'animal. Alors, j'aurais pu mettre un profil pour que vous voyiez un petit peu mieux, les cornes. Donc c'est à nouveau une évocation de sainte Tharsis et de la chèvre, qui quittait son troupeau pour pouvoir venir, la nourrir. Les religieuses, vont quitter l'abbaye en 1792. Une partie des bâtiments, va être transformée en atelier de salpêtre communal et puis la majeure partie, des bâtiments, vont être, détruites avant, 1793. En 1856, c'est la compagnie de Marie de Notre-Dame qui va acheter le dernier bâtiment, celui que l'on connaît, enfin les bâtiments que l'on connaît aujourd'hui, ainsi que le pré de Madame, et elles vont y établir le couvent Notre-Dame de Rodez. Euh, L'aile qui subsiste va subir alors de nouveaux remaniements, mais sans, alors j'allais dire sans gravité, en tout cas sans grand bouleversement majeur. Puisque en fait l'usage, du
du couvent va être, enfin de l'abbaye, va être relativement proche de son usage originel. Donc on va trouver des portes et des cheminées qui datent du 19e, comme celle-ci. Et puis des espaces qui sont réaménagés au XXe siècle, comme ici, cet espace un peu plus vaste qui servait donc de chapelle pour les sœurs. On voit encore très bien l'autel et la croix qu'on avait ici en son centre. Auprès de l'entrée actuelle, donc l'entrée se fait de ce côté, on a ce grand corps de bâtiment qui est construit dans les années 1870 et qui était une grange avec des espaces également de logement. Alors, l'élément intéressant, enfin, qui est remarquable peut-être sur ce bâtiment, c'est cette pierre ici qui a été remployée. Une pierre qui est alors, est-ce que je dois dire sculpté, en tout cas gravé, où on pouvait lire, parce que je crois qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué, Crus nobilis pro salute, Deo omnipotenti dedicata, incarnationis, alors je ne vous ferai pas lecture en latin de 1050, rectrice eide nomine, qui veut dire une célèbre croix pour le salut dédiée au Dieu Tout-Puissant. Vous dire de quel espace, voilà, originellement, où était placée cette pierre, ça par contre, je ne peux évidemment pas vous le préciser. Alors une partie du jardin a laissé place à des grandes dalles bitumées, puisqu'en fait, l'ancien grand potager a été réutilisé pour accueillir en fait les jeunes filles de l'école Sainte-Geneviève qui venaient y faire leur sport, puisqu'on est juste en contrebas. Et puis, eh bien, j'en finirai déjà, peut-être en disant que l'abbaye est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis mars 2014 et qu'elle est aujourd'hui propriété de la commune du monastère qui étudie voilà, les possibilités de réhabilitation et de trouver de nouveaux usages pour cette abbaye du monastère qui est au quotidien fermée au public, mais que l'on essaye d'ouvrir à l'occasion des Journées du patrimoine ou pour des moments de visite. Voilà pour cette visite, cette présentation de l'abbaye du monastère. Alors, je ne sais pas si hop, j'ai été très claire, si je vous ai perdu dans l'espace, si des questions viennent à vous. Si vous voulez prendre la parole ou utiliser le fil de discussion comme vous le souhaitez. Je prends aussi les remarques si j'ai parlé trop vite. Vous êtes bien sage. Non, pas de questions, tout est très clair. Ah, monsieur Benfous. Oui, oui. Quand est-ce que sont parties les dernières sœurs? Alors, peut-être, j'ai envie de passer la parole à madame Tranier pour ne pas dire de bêtises. En 2006. Ah oui. Juillet 2006. Ah, c'est pas déjà pas longtemps. Non. Non, c'est pas si long. Ouais. Sur le plan, on voyait que l'église actuelle du monastère était entourée d'un cimetière, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Et en fait, l'emprise du cimetière, on la retrouve en fait aujourd'hui, c'est l'espace de stationnement que l'on a juste du côté nord de l'église. C'est malheureusement, enfin, comment dire, c'est malheureusement souvent le cas, ces espaces non bâtis, on prennent parfois, c'est l'automobile qui prend la suite. On le voit par exemple rue Combarel, en fait, là où on avait la fontaine. En fait, aujourd'hui, on a quelques places de stationnement à cet endroit-là. C'est vrai que ça correspond tout à fait. Si vous prenez le plan actuel du monastère, l'enclos en fait du cimetière correspond vraiment à l'endroit où on a la petite place devant le presbytère.
Alors, j'en ai pas parlé. On avait également un petit cimetière des Sœurs à l'intérieur de l'abbaye, tout à l'extrémité de la promenade de l'abbesse, en fait. Un petit cimetière pour les Sœurs. Il était mentionné sur le plan, si vous voulez, je peux peut-être y revenir. Hop. Alors. Hop. Juste ici, en fait. Donc, on avait un mur qui fermait cet espace-là, et ici, on avait aussi un petit cimetière. Voilà. Alors, je suis un peu désolée de la qualité du document, surtout quand on connaît la qualité de ce plan aquarellé, mais on n'a malheureusement pas voilà, la possibilité de le diffuser. Mais c'est un élément très, très intéressant puisqu'il donne vraiment, en plus, toutes les indications d'usage des espaces et également aussi après sur des bâtiments du bourg du monastère. Pour venir à la visite. Journée patrimoine. Alors, il y a un petit commentaire. Y a-t-il des projets en cours pour le remploi de l'abbaye? Alors, j'ai vu tout à l'heure qu'on avait Madame Calmels qui s'est connectée. Est-ce que du côté des élus municipaux, peut-être? Oui. Oui, bonjour à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Françoise. Ben, pour l'instant, on y réfléchit. Voilà, on réfléchit à ce qu'on pourrait faire de l'abbaye. Pour l'instant, rien de concret. Voilà, on y travaille. Et oui, ce sont toujours des dossiers un peu compliqués que de trouver des usages qui, à la fois ne dénaturent pas cet élément patrimonial qui est quand même phare pour la commune du monastère, mais il faut bien en même temps lui trouver une activité pour assurer sa pérennité aussi. On sait bien qu'un bâtiment vide, c'est... C'est qu'elle se dégrade au fil des années et voilà. Oui, tout à fait. Mais finalement, la municipalité en est propriétaire depuis peu, en fait. Oui. Depuis moins de 10 ans. Hein. Depuis moins de 10 ans, ça fait 8 ans. Ouais. Donc, on vous tiendra au courant. Mais c'est vrai que c'est aussi au moment de la vente par les Sœurs à la commune qu'on s'est aperçu qu'en fait, l'abbaye ne faisait l'objet d'aucune protection. Donc, c'est aussi pour ça que l'inscription est relativement récente, puisque 2014, c'est quand même tout à fait récent. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, remarques, corrections aussi, hein? Je prends les corrections si j'ai dit des sottises. Non, tout va bien pour tout le monde? Moi, j'aurais une question, mais c'est un peu périphérique. Mhm. Je ne sais pas si vous voyez, mais entre le monastère et la Youle, Mhm. à flanc de près, il y a une allée des Frênes qu'on appelait l'allée des moines. Alors, est-ce que ça a quelque chose à voir? Alors, je crois qu'on en avait parlé il y a quelque temps sur la possibilité d'une connexion en fait entre la Youle et le monastère, mais allée des moines, là, Bon, c'est peut-être des légendes, je ne sais pas. je ne sais pas si Jean-Philippe a des éléments complémentaires. À la Youle, en fait, on avait une résidence de l'évêque, le moulin de l'évêque, sur la petite île qu'on a sur la Youle. Donc, qui est un cheminement entre les deux, ça semble tout à fait logique. Maintenant, quel moine? Ouais, quel moine, oui. Je ne sais pas, Madame Tranier ou Du Monsieur tout. Tranier, non, pas plus, vous n'avez pas de... À ce niveau-là, non. Alors, les bénédictines ont quitté l'abbaye à la Révolution, en gros. Oui, Et après, c'est c'est ça. d'autres congrégations qui sont venues. C'est ça, c'est ça. Et entre-temps, il y a eu une phase en fait d'usage, alors Par la commune. malheureusement, voilà, qui a donné lieu aussi à la destruction d'une partie des bâtiments. Les 2 tiers, d'ailleurs. Oui, Les 2 tiers des une bâtiments. grosse partie des bâtiments, une très grosse partie des bâtiments. Tout à fait.
Mais c'est pas non plus, comment dire, il y a plusieurs endroits comme ça où des sites qui étaient, enfin des bâtiments qui étaient religieux ont été repris par des congrégations. C'est pas le cas partout, mais je pense au couvent de Notre-Dame aussi, en centre-ville. Et alors, dans quelle mesure les bénédictines ont contribué au développement du village? Alors en fait, c'est quand on parle de l'église en fait du monastère, on parle d'un prieuré, c'est-à-dire qu'en fait, l'abbaye fonctionnait avec des domaines agricoles en fait qui leur étaient donnés ou légués, ou où les sœurs, en rentrant dans l'abbaye, venaient avec une dot. Donc la dotation aussi de ces jeunes femmes qui rentraient au sein de l'abbaye faisait qu'elle avait en gestion en fait un certain nombre de domaines agricoles et de prieurés. Donc la présence en fait de l'abbaye ici au monastère est importante déjà pour ce qu'elle génère en activité, puisqu'on avait des domestiques et un certain nombre de personnes qui travaillaient pour l'abbaye. Et puis ensuite, elle est importante pour, je le disais, pour le bourg et le comte, puisqu'en fait l'abbaye va être juste à côté du pont construit par le comte qui permet d'accéder à Rodez. Et ce pont va être protégé ou surveillé, notamment par le clocher de cette église. En fait, quand vous regardez le clocher, on a des archères qui prend la forme de croix et qui viennent, en fait, on est vraiment dans l'axe en fait de la rue droite et donc du pont du monastère. Donc tout ça, en fait, le fait d'avoir un pont, donc d'avoir un péage, que ce soit une voie de passage, fait qu'on avait aussi des espaces de logement en fait pour les personnes qui venaient à Rodez, donc comment on appelle ça, des auberges, merci. Et puis on va avoir également tout un tas d'artisans qui vont s'installer sur cette côte de Rodez. On a encore des ouvroirs dans le monastère en fait. Donc toute la vie économique en fait est liée aussi parce qu'on a l'abbaye, on a le pont. Parce qu'on a le pont, on a les voies de passage. Parce qu'on a les voies de passage, on a les auberges et les artisans. Le monastère, en fait, la connexion, elle est vraiment entre le bourg, donc partie de Rodez dont le seigneur est le comte, et le monastère qui lui sert un peu de petit bourg artisanal, en fait, où vont être où la laine va être foulée, où elle va être tissée, puisque l'un des produits phares en fait des foires de Rodez, ce sont les draps de laine. Voilà. Et tout ça se retrouve aussi dans le vocable de l'Église avec Saint Blaise, qui est aussi le saint patron des animaux. Enfin, voilà, qu'on invoque pour protéger les animaux des différentes maladies. Et des choses qu'on retrouve sur le tympan de monsieur, j'ai oublié son nom, Vergne. Oui. Merci de la confirmation. l'Europe. Voilà, du XXe siècle, où on retrouve bien en fait la présence des moutons aussi. Voilà. Je suis partie très loin. Est-ce que j'ai répondu à votre question, monsieur Bonnefoot? C'est le moulin aussi. Et les moulins, bien sûr, oui. Voilà, il y a la rivière. Et oui, bien sûr. Tout ça est effectivement lié à la rivière Aveyron, qui va effectivement être source de force motrice pour les moulins, moulin à temps, moulin à foulon, moulin à blé évidemment, et puis également pour toutes les eaux de rinçage après de la tannerie. Évidemment, c'est la rivière Aveyron, mais de toute façon, c'est la rivière Aveyron qui est à la base de tout, du piton, de l'installation humaine, etc. Mais évidemment, les moulins que l'on trouve tout au long de l'Aveyron et tout autour, sur toute cette partie, en fait, depuis Rodez, enfin même depuis Honnay-le-Château, Cantaranne, et puis ensuite le monastère jusqu'à la Mouline, et puis après même sur Druel. Jusqu'à Bénéchou. Oui. Jusqu'à Bénéchou, ouais, tout à fait. Et l'abbaye n'avait pas un monastère, moulin attitré. Si,
Si, si. Ah, C'est le moulin dont l'emplacement est occupé par la tannerie Arnal aujourd'hui. d'accord. On le voyait sur le plan également. Ouais, ouais. On voyait très bien la sortie d'évacuation de l'eau du moulin. Si, si, elle avait son propre moulin, évidemment. Il y a eu une discussion. La maison d'octroi date de quelle période par rapport à l'abbaye? Alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus récente, mais c'est le même principe, hein, c'est le péage avant l'arrivée sur Rodez. Par contre, là, tout de suite, je n'ai pas en tête de date. J'aurais tendance à parler du 18e, mais j'ai peur de dire une sottise. En tout cas, sur le bâtiment que l'on a, la maison d'octroi, celle où on a l'inscription octroi à côté du rond-point là. Oui. Je suis désolée, là, je n'ai pas la date en tête. Jean-Philippe nous répond 1906 l'octroi, donc c'est même bien plus postérieur que ce que je donnais. Oui, mais consécutive à l'élaboration du deuxième pont. Et le grand pont qui va vers Flavin, là, le grand pont vers Pont de Salard, il est début du 20e, non? Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Avant, il n'y en avait pas, donc. Avant, il y avait que le pont, le vieux pont. Alors, il y avait le pont sur la Brianne qui lui aussi a été repris. Ouais. Et alors, j'attends le hochement de tête de Madame Tranier. J'ai peur de dire une bêtise. Mais Non, c'est ça. Il y avait un pont sur la Brianne. Oui. Il y avait le pont sur la Brianne. Et donc, effectivement, on double le pont médiéval avec ce grand pont large qui porte les armes aussi de la ville de Rodez. Sur le côté aval, il me semble. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non, pas plus. Mais un grand merci à tous, du coup, pour votre connexion, votre présence.